Donc je vais vous présenter, dans le cadre du projet Monarque, quelle était l'intervention de l'ABO. Comme Hugues vous l'a déjà reprécisé, voici les différents lots qui étaient inscrits dans le cadre du projet. Au niveau de l'ABO, on est intervenu au niveau des lots 2, 3 et 4. Donc, il concernait la caractérisation des eaux de vie blanches, le lot 3 sur les différents impacts de la distillation sur les composés volatiles, et le lot 4 pour la caractérisation et l'évolution des sites de distillation. C'est un schéma que vous devez tous bien connaître de fabrication des produits cidricoles, donc entre la pomme et tout ce qu'on peut en faire. Et finalement, le projet Monarque est intervenu essentiellement au niveau de la fermentation des produits et au niveau de leur distillation. Alors, au niveau du lot 2, la caractérisation de la cible eau de vie blanche, le LabO est intervenu au niveau de la caractérisation, mais physico-chimique et aromatique, comme Ronan vous en a parlé. Nous, on n'est pas intervenu au niveau sensoriel. Au niveau du lot 3, sur la connaissance de l'impact de la distillation sur les composés volatiles, il s'agissait donc de faire un bilan de la matière cidre à distiller par rapport à l'eau de vie, d'étudier la pratique des recyclages, notamment des têtes et des queues, d'essayer de faire un lien entre la composition du cidre à distiller et l'eau de vie qui va en découler. Il s'agissait également de vérifier que les microdistillats obtenus par un procédé développé par la RAC correspondent du mieux possible à l'eau de vie associée avec, fabriquée avec cette même matière première. Ensuite, donc, il a fallu doser tous les composés volatiles dans les différentes fractions. Donc les résidus, les têtes, les queues, les cœurs, enfin dans toutes les coupes, les brouillis, etc. Et donc le point sur lequel on n'intervenait pas, c'est la caractérisation sensorielle. Nous, on s'occupait de la caractérisation donc physico-chimique. Au niveau du lot 4, donc là, il s'agissait de caractériser des cidres de distillation dans le process actuel, en observation terrain, en flore non contrôlée. C'est-à-dire que ces différents lots ont été suivis tout au long de la presse jusqu'à la distillation. Donc tout au long de la fermentation et de la maturation du produit en cuve une fois que la fermentation alcoolique est terminée. Donc l'ensemble des partenaires est intervenu au niveau de la collecte des mous puisqu'il a fallu faire un certain nombre de prélèvements tout au long de la période chez les différents producteurs impliqués dans le projet sur les 2 années pendant lesquelles les campagnes de prélèvement ont lieu, c'est-à-dire 2017-2018 et 2018-2019. Tous ces lots de mou ont été suivis en parallèle dans des cuves à l'ARAC afin également de comparer ce que l'ARAC pouvait obtenir dans des cuves en petit volume et en conditions contrôlées et ce que les producteurs avaient effectivement chez eux. Au niveau du lot 5, donc il s'agissait de produire un site de distillation pour une eau de vie fruitée. À notre niveau, on n'est quasiment pas intervenu. C'est l'université qui s'est chargée des analyses associées, donc avec la choline, les phénols volatiles et l'acétaldéhyde. Alors, ici, on vous a mis les paramètres et les méthodes associées aux différents critères étudiés. Alors, ici, on parle des caractéristiques physico-chimiques, donc hors analyse des composés volatiles. Donc, on s'est intéressé aux masses volumiques mesurées par densimétrie électronique, au dosage des sucres fermentés cibles, donc, qui sont utilisés au cours de la fermentation alcoolique, avec des dosages par chromatographie liquide couplée à un détecteur de masse de type réfractomètre. On a rajouté 2 autres sucres qui, eux, ne sont pas fermentés cibles, le glycérol et le sorbitol, puisqu'ils ont différents impacts sur le produit. Le glycérol peut être là initialement et aussi un intermédiaire de la fermentation alcoolique. Quant au sorbitol, il va lui avoir tendance à faire croire à une masse que la masse volumique élevée est liée à la présence de sucres qui ne sont pas fermentés cibles en fait. Donc ça avait un intérêt de regarder aussi ce qui se passait pour ces 2 molécules. On a mesuré aussi les acidités totales et volatiles, des pH, la quantité d'azote présent dans les produits au fur et à mesure de la fermentation. Donc assez rapidement, l'azote était consommé et donc n'était plus présent. Et on a également étudié la transformation malolactique par l'intermédiaire de la quantification de ces 2 molécules, l'acide L-malique et l'acide L-lactique. Et on a également regardé l'acide D-lactique qui, lui, est associé en général à des piqûres lactiques.
Donc plutôt des problèmes que des choses qui seraient généralement admises dans le cadre de la fermentation. Évidemment, on a aussi pratiqué des mesures de titre alcoométrique volumique afin de suivre la quantité d'alcool, par exemple dans le cadre du LOCAT, la quantité d'alcool fabriquée au fur et à mesure de la fermentation alcoolique. Évidemment en corrélation avec la diminution de la masse volumique et de la quantité des sucres présents. Alors voici par exemple à quoi ressemble un chromatographe d'analyse en HPLC lié à un réfractomètre. Donc on va retrouver nos 3 sucres fermentés cibles, fructose, glucose et saccharose, et les 2 autres qui nous intéressaient dans le cadre du projet, le glycérol et le sorbitol. Donc ça c'est un chromato qui correspond à un standard, mais dans un chromato type échantillon, on a quasiment la même chose avec, évidemment, en principale différence, la taille de ces pics qui est proportionnelle à la quantité de ces molécules. Donc en fin de fermentation, on va se retrouver avec uniquement un peu de glycérol, un peu de sorbitol, et les autres sucres vont avoir complètement disparu. Alors qu'en milieu de fermentation, c'est le saccharose qui va avoir, lui, la tendance à avoir en premier tendance à disparaître, puis le glucose, et il restera toujours un petit peu de fructose jusqu'à la fin de la fermentation. Et une fois que la fermentation est finie, on se retrouve avec donc uniquement glycérol et sorbitol. Ensuite, donc l'analyse des composés aromatiques sur les différentes fractions de l'élaboration lors de l'élaboration du calvados. Pour cela, on s'est intéressé à tout un tas de molécules. Pourquoi ces molécules? Parce que les connaissances préalables que nous avions accumulées au fur et à mesure des années nous ont permis, par exemple, d'établir ce type de tableau avec un certain nombre de molécules auxquelles sont associés un certain nombre de descripteurs et de liens avec la typicité ou la notion positive de la qualité du produit. Et ensuite associé à chaque appellation entre le calvados pays d'Auge, le calvados et le calvados non fronté. Donc on est parti de ces molécules-là, auxquelles on en a rajouté un certain nombre, soit parce qu'on pouvait le faire assez simplement parce que c'était des dosages qui étaient déjà en place, soit parce que ça pouvait présenter un intérêt dans le cadre du projet Monarch. Alors, pour cela, on a analysé les mous aux différentes phases de la fermentation, donc du moment de la presse autant que possible, ou du remplissage de la cuve, jusqu'à la fin. On a également mesuré ce qu'on trouvait dans les différentes fractions de distillation, comme je vous le disais précédemment, donc dans les têtes, les cœurs, les queues, les secondes et autres résidus. Dans des distillats qui correspondent à des microdistillats ou à des eaux de vie, et donc dans le produit fini. Pour cela, on a dû développer une nouvelle méthode d'analyse parce que l'analyse, par exemple, des mots aux différentes phases de fermentation, on s'intéresse à un produit qui est en constante évolution et les méthodes qu'on utiliserait pour étudier un jus de pomme ne vont pas forcément être les mêmes que pour étudier un produit avec 15 ou 20 ou 30% d'alcool. Ou sans sucre, avec bourbe, sans bourbe. Enfin, il y a beaucoup de paramètres qui font que la matrice change au fur et à mesure du temps et que certaines méthodes analytiques ne vont plus correspondre à la matrice. Par exemple, ici, c'est ce qu'on a. Alors, la liste n'est pas tout à fait juste, mais en majorité, oui. Les molécules qu'on va doser en chromatographie phase gazeuse, cette fois. Dans le cadre des autocontrôles, par exemple, pour répondre au cahier des charges des différentes appellations, on va avoir ces molécules-là. Ici, c'est ce qu'on a voulu rajouter parce que ça présentait un intérêt dans le cadre du projet Monarch, en rouge ici. Et en vert, les composés qui correspondent aux phénols volatiles, qui sont les phénols volatiles, qui correspondent à ce qui est fabriqué dans le cadre du développement de Brettanomyces. Donc les odeurs animales et autres. Donc par rapport à la liste initiale des composés qu'on était aptes à doser facilement, il a fallu développer des méthodes qui correspondent aux différents stades du produit et qui fonctionnent. Donc, comme c'est indiqué, oui, on avait des matrices très différentes et il a fallu valider ces méthodes pour vérifier qu'effectivement elles étaient justes et fidèles. Alors, je vais juste vous expliquer en quelques instants ce que c'est que la chromatographie. Un chromatographe va utiliser un passeur d'échantillons, une colonne pour séparer nos molécules et un détecteur en bout de ligne.
que ça soit du gaz ou du liquide, c'est toujours le même principe. On a un échantillon qu'on va injecter, un système de séparation des molécules et un système de détection de la quantité de ces molécules et de leur présence. Et ce qui nous permet d'obtenir ce genre de chromato. Donc en phase gazeuse, on va avoir des chromatos beaucoup plus compliqués à interpréter que ce qu'on va avoir en chromatographie liquide. Donc dans le cadre des ajustements de méthode, quand on injecte en chromato-gazeuse, on ne peut pas injecter n'importe quoi puisqu'on va volatiliser notre produit. Si on injecte de l'eau, ça va marcher totalement différemment de si on injecte de l'alcool pur. Donc pour normaliser nos procédés, on va ajuster notre titre alcoolique à 40%. Et donc on va devoir tenir compte de ce titre alcoolique dans toutes les étapes préliminaires pour arriver à ce 40%, ou alors faire un ajustement final pour arriver à 40%. Alors, ici, on a l'exemple des phénols volatiles, où là aussi, on s'est aperçu qu'entre le produit fini qu'on avait l'habitude de doser et le produit au fur et à mesure de sa fermentation, quand on utilisait notre méthode initiale sur un mou en premier tiers de fermentation, on crée des phénols volatiles nous-mêmes. Donc, on a été obligé d'adapter notre protocole d'analyse pour éviter de créer ces molécules nous-mêmes, puisque sinon ça aurait forcément faussé tous les résultats. Donc il a fallu développer encore une méthode et la valider avec ces nouveaux critères. L'éthylcatéchol est une des 5 molécules étudiées dans le cadre des phénols volatiles, qui est donc associée à des arômes de fumée et de camphre. Mais qui n'est pas forcément volatile au sens propre du terme. Mais il va intervenir dans le cadre de la fabrication des autres phénols volatiles, donc ça nous paraissait intéressant de le mesurer également. Mais effectivement, dans le cadre des phénols volatiles courants, on va plutôt parler seulement des vinylphénols, vinylguaiacol, éthylphénol, éthylguaiacol. Donc toutes ces validations de méthode sont faites selon des normes qualité, on ne fait pas ce qu'on veut comme on veut, donc ça veut dire X répétitions de X manip avec X modalités pour pouvoir obtenir à la fin une incertitude de mesure liée aux conditions d'analyse que l'on a définies. Donc c'est ce qu'on voit ici dans le petit tableau ici où les différentes données d'incertitude, de spécificité, etc. sont indiquées. Alors, quel est l'intérêt d'utiliser différentes méthodes? Eh bien, ça dépend de ce qu'on veut mesurer. Effectivement, dans ce qu'on mesure en classique, pour le cadre des autocontrôles notamment, on mesure des molécules qui sont présentes en quantité relativement importante. Dans ce cadre des arômes, on peut avoir des molécules qui sont présentes dans une quantité infime, mais qui ont un impact aromatique très très important. Donc, ne s'intéresser qu'aux molécules présentes en grande quantité nous ferait perdre beaucoup de données. Donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse à toutes ces molécules qui sont présentes en beaucoup plus petite quantité, qu'on ne peut pas forcément analyser dans le cadre de nos analyses de routine, mais qui, dans le cadre d'un projet comme celui-là, sont très intéressantes. À titre d'exemple, le 2-phényléthylacétate, dont vous entendrez parler, je pense, à d'autres moments de la journée, va être présent dans les cidres mous dans des teneurs allant de 0 à 1 mg par litre et dans les microdistillats de 0,1 à 5 mg par litre. C'est ce qu'on a obtenu sur les différents lots étudiés. Alors que l'acétate d'éthyle, on va le trouver de 5 à 450 mg par litre. Et dans les distillats, on peut aller jusqu'à 10 000 mg par litre. Donc entre les 2-phényléthylacétate, qui a un fort impact aromatique pour une toute petite quantité à moins d'un milligramme litre, et l'acétate d'éthyle à 10 000 mg par litre, forcément, on est obligé de faire des compromis et d'adapter nos protocoles analytiques. Exemple aussi dans le cadre des mous, quand on mélange, dans notre procédé d'extraction de ces molécules, quand on partait de la matière première mou, on se retrouvait avec une émulsion. Donc pas du tout l'objectif prévu initialement, donc il a fallu rajouter une autre étape de préparation de l'échantillon qui consistait en une distillation. Mais cette distillation ne doit pas se faire n'importe comment. Donc pour obtenir quelque chose d'homogène, et sans la valider, il a fallu obtenir finalement des conditions d'analyse qui soient les mêmes, quelle que soit la matière première qu'on utilisait, que ce soit un mou pas encore fermenté ou un cidre à distiller. On a adapté notre protocole analytique pour que dans tous les cas ça fonctionne. Donc tout ça c'est X essais, puis X manipulations en conditions de répétabilité ou de reproductibilité pour
obtenir des données statistiques qui nous permettent de dire oui, on obtient ce résultat à plus ou moins temps. Donc pour l'étape d'extraction, c'est ce qu'on a dû faire justement. Donc on a constaté qu'il fallait qu'on passe par une dilution de notre échantillon à 7% d'alcool au moment de la distillation. Qu'ensuite, ce distillat pouvait être extrait par une extraction liquide-liquide, cette fois-ci sans risquer de créer une émulsion. Et ensuite, pour avoir un traitement de nos données le plus proche de la réalité, on a travaillé avec un étalonnage par système de gamme extraite, c'est-à-dire qu'on a simulé un produit cidricole et qu'on a dopé avec nos différentes molécules et on a fait une extraction sur ce distillat, enfin sur cette matrice. Et on en a observé les rendements d'extraction qui sont automatiquement appliqués à tout ce qu'on va doser dans les produits étudiés. Tout ça répond à une norme qualité qui est utilisée beaucoup dans les laboratoires d'analyse. Alors, avec l'extraction liquide et l'analyse en GCMS, donc encore un autre mode de détection en chromatographie, on arrivait à un total de 37 molécules. Et si on rajoutait donc les autres molécules dosées en chromatographie gazeuse et chromatographie liquide, de mémoire, je pense qu'on était plutôt autour des 60 ou 70 molécules. Voilà ce qu'on a fait. Donc, ce qui a demandé beaucoup d'adaptation au laboratoire, c'est effectivement ce suivi des fermentations dans le cadre du lot 4, où on avait des matrices totalement différentes tout le temps. Il a fallu en plus aller prélever les échantillons toutes les semaines avec nos différents partenaires. Donc tout ça demandait énormément de temps. Sur 2017-2018, il y avait 6 cuves produites, suivies chez 4 producteurs, alors que pour la campagne 2018-2019, on avait encore 4 cuves suivies chez 3 producteurs. Le tout en doublon avec ce qui était étudié à l'ARAC également. Pour illustrer, ça, c'est une photo que j'ai prise chez Coquerel. Donc ça, c'est la voiture qu'on utilisait pour avoir l'échelle. Et la taille des cuves qui peut être du coup totalement différente entre ce qu'on va avoir chez cette entreprise et puis chez un producteur avec une production beaucoup plus moindre où les cuves vont être beaucoup plus petites. Au moment du prélèvement, étaient analysés systématiquement les pH, les masses volumiques et les températures sur la deuxième saison. Et suite à ce prélèvement, les échantillons étaient ensuite répartis dans différents flaconnages qui étaient conservés chez nous en partie et envoyés à l'université pour tout ce qui était étude des micro-organismes. Au niveau donc on a fait entre 200 et 250 prélèvements selon la campagne. On a fait un certain nombre d'analyses sur tous les prélèvements et sur certains prélèvements qui étaient les plus intéressants, on a poussé l'analyse avec tous les analyses de composés volatiles notamment. Exemple, on prenait, pour avoir un bon état des lieux, on partait du mou tel qu'il était à T0, donc au moment du remplissage de la cuve, autant que possible. Et après la 3e semaine, puisque le cahier des charges de l'appellation d'origine précise qu'on ne peut pas fermenter moins de 22 jours. Donc on s'était dit qu'il serait intéressant d'avoir un point au bout de ce temps minimum de fermentation. Ensuite, on faisait l'ensemble donc de tous les paramètres analysés sur le point fin de fermentation alcoolique qu'on a défini quand on a mesuré un taux de sucre totaux inférieur à 5 grammes par litre. Donc il se passait entre le moment où on faisait ce prélèvement, qu'on constatait qu'il y ait moins de 5 grammes par litre de sucre, le prélèvement fin de fermentation alcoolique du coup était le suivant. Et c'est là qu'on a constaté des grands écarts sur la fin de fermentation en fonction donc de l'endroit où ils étaient et puis même des différentes cuves au sein pour un même producteur. Ensuite, les cidres étaient conservés plus ou moins longtemps pour différentes raisons de contraintes. Et cette période entre la fin de la fermentation alcoolique et le moment où le cidre était distillé, on a appelé ça la période de maturation. Et donc on faisait une nouvelle analyse au moment de la fin de la période de maturation, qui correspondait pour le producteur au moment où il distillait, tout simplement.
Et donc ces différents lots ont été distillés chez le producteur et à l'ARAC également. Donc ça représente, dans le cadre du lot 2, un ensemble de 42, donc, parce que 36 eaux de vie blanches ont été sélectionnées, comme vous l'a expliqué Ronan, mais pour sélectionner ces 36, il a fallu d'abord en étudier 42. Ce qui correspond au final à 7200 analyses de composés volatiles, enfin, 7200 résultats d'analyse de composés volatiles. Pour le lot 3, qui consistait à l'étude des fractions de coupe de distillation, on avait 65 fractions à mesurer, et ce qui a donné lieu à 5600 résultats d'analyse de composés volatiles. Dans le cadre du lot 4, sur la première campagne, 250 prélèvements, sur la deuxième, 220. Un certain nombre d'échantillons traités pour arriver au final à 1500 analyses de composés, enfin plus de 2000 analyses de composés physico-chimiques dans le cadre du lot 4 et quasiment 10 000 résultats d'analyse de composés volatiles sur donc le mou, les différentes fractions et les différentes étapes de fermentation et le produit fini. Tous ces résultats ont été compilés dans des bases de données qui ont été redistribuées aux différents partenaires et qui constituera, je l'espère aussi, une bonne source de données pour l'établissement des les prochains projets. Et voilà, donc les 4 personnes essentiellement qui ont participé à ce projet, donc Valérie Bouchard qui n'est pas présente aujourd'hui, et Justine Jean et Henri Brugaillère qui avaient été embauchés dans le cadre de ce projet. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci Patrick. Donc s'il y a des questions, éventuellement. Petite précision aussi, donc, comme le disait Patrick, tout ça, ça nous a servi sur les différents lots. Ça peut aussi servir dans un futur plus ou moins proche, on l'espère, sur des contrôles. L'idée aussi, c'est de vous amener aussi des éléments de progression sur ce que vous pouvez faire et ce que vous pouvez attendre aussi de la gestion de vos eaux de vie ou de vos cidres. Donc Patrick parlait par exemple de la microdistillation, l'analyse de ces profils qui peuvent donner des informations avant justement de lancer vos distillations. Voilà, on reviendra un petit peu dessus aussi dans le cadre de l'exposé de Martine, qui aura aussi des éléments sur les contrôles de distillation. Donc c'est des outils qui potentiellement vont pouvoir servir dans un futur voilà, plus ou moins proche. Donc c'était pour ça aussi que c'était important de vous présenter un petit peu aussi, même si c'est un peu plus loin de vos préoccupations au jour le jour, mais voilà, ça devrait pouvoir sortir sur le terrain dans quelques temps. Ouais, je pense que la partie base de données peut être intéressante sous forme d'histogramme pour savoir si vous avez des analyses, où vous vous placez par rapport à la diversité de ce qui a été analysé comme eau de vie, parce qu'il y a quand même pas mal d'eau de vie qui ont été analysées. Et comme ça permet de se situer sur certains composés qui peuvent être clés. Là, je pense que Patrick a présenté certains composés avec des notes aromatiques, et ça permet d'avoir un peu une petite idée d'où vous vous situez par rapport à cette diversité. Voilà, donc ça peut être intéressant aussi, cet outil-là, comme ça. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, merci. Donc moi, je présenterai pour la distillation. Donc il y a eu un travail remarquable de mise au point de techniques avec des matrices différentes. Quand on rentre un peu dans les difficultés de l'analytique, il y avait vraiment des données très reproductibles. Alors moi, j'aurais une question sur le lot 4. Je serais très intéressée à comprendre quelles sont les molécules qui sont présentes au départ dans la matière première et leur évolution. Est-ce qu'il va y avoir un document sur cette partie-là, une publication voilà. Pour, en fait, ceux qui ont fait le lot 4, qui ont analysé les résultats, pas forcément ceux qui ont fait les analyses, mais qui étaient porteurs de ce sujet, est-ce qu'il y aura une communication Alors, il y a des choses qui ont été faites. Alors, il y avait on y reviendra peut-être après. C'est à l'université, il y avait une thèse sur la partie microbio, mais vous avez tenté de faire des relations entre les évolutions microbiologiques et les évolutions de composés volatiles. Donc là, il y aura des choses qui seront présentées tout à l'heure, début d'après-midi. Et ensuite, sur les évolutions, nous, on a des données sur effectivement ce qu'il y a au départ et puis ce qui se passe lors de la fermentation, les générations des composés. Donc moi, je n'ai pas prévu d'aller trop dans le détail parce que ça peut être un peu rébarbatif et puis je ne voulais pas rentrer. Mais il y aura des données, il y a des choses qui sont disponibles, on pourra en rediscuter effectivement.